Et syndicat intercommunal d'assainissement Saint-Rémy. Oui, bonsoir. En fait, il s'agit d'approuver les nouveaux statuts du syndicat intercommunal d'assainissement dont Thiers fait partie et qui regroupe un certain nombre de communes de l'Est, c'est-à-dire La Monnerie, Saint-Rémy, Paladuc, Celles-sur-Durolle. Et le but en fait de la démarche est la suivante. Comme vous le savez, il est prévu dans la loi actuelle qu'en 2020, l'eau et l'assainissement deviennent compétences obligatoires. Ça n'a pas été enlevé, c'est 2020 pour l'instant. Et deviennent compétences obligatoires des intercommunalités. Par ailleurs, le syndicat intercommunal d'assainissement avait reçu, on va dire, un rappel à la loi des impôts, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que une partie en fait, des sommes qui sont allouées au syndicat le sont pour partie, pour ces communes, prélevées directement sur le prélèvement assainissement. Ce qui est logique, et une autre partie, c'est des parts communales. Alors, nous, la part communale, nous la prélevions sur le budget assainissement, comme il se doit. Par contre, les autres communes les prélevaient sur le budget général, et donc, de toute façon, il fallait modifier cette partie. Et l'idée, c'est que à terme, en 2020, l'ensemble du syndicat fonctionne directement sur le budget assainissement, c'est-à-dire avec les prélèvements assainissement, et donc ces communes devaient trouver des financements qui n'étaient à ce jour pas couvertes et donc voulaient mettre en place un abonnement. Or, il se trouve que la ville de Thiers, dans cet ensemble, est un cas un peu particulier puisque dans les statuts du syndicat, nous sommes la seule commune qui devions payer au prorata de 1000 habitants. C'était fixé d'une manière constante, 1000 habitants depuis le début des statuts qui remontent à un certain nombre d'années. Et nous payions une quote-part qui était fixe. Et l'idée, c'est que maintenant, nous allons payer plus ou moins la même chose, mais par rapport au nombre d'habitants réels. Alors, au lieu d'avoir 1000 habitants, nous en aurons 286, et nous allons payer de la même façon que les autres ont un abonnement. On va payer cet abonnement sur la part que nous avions déjà. Et donc, l'un dans l'autre, la ville de Thiers, en fait, paye grosso modo exactement la même chose, mais par contre, on s'intègre exactement dans on va dire, la philosophie générale pour qu'il n'y ait pas quelque chose de compliqué entre les communes et pour préparer d'une certaine manière la prise de compétence par l'intercommunalité de l'assainissement. En fait, c'est un peu cette idée qui rejaillit, et c'est d'ailleurs pourquoi j'appuie fortement en fait ce changement de statut, c'est que l'ensemble des élus de ce territoire ont déjà intégré cette prise de compétence, et donc c'est un pas en avant, on va dire, pour un travail en commun qui se fait dès à présent. Oui, donc si j'ai bien compris, les 286, c'est vraiment du réel. Et donc ça va évoluer tous les ans. Il y aura parce que l'histoire des 1000 par rapport à 1000, je comprends qu'il y a une revalorisation, mais c'était pas plus judicieux de mettre 300 et pas changer tous les 100, ou là est-ce que ça va être revu tous les ans, ou est-ce que vous êtes effectivement, ça va être revu tous les ans. Seulement prise de compétence 2020. Oui. Comme vous le savez, les syndicats intercommunaux d'assainissement ou d'eau potable qui sont simplement sur au plus 2 intercommunalités sont dissous de fait, ce qui est le cas du syndicat intercommunal d'assainissement Saint-Rémy, Paladuc, La Monnerie et Thiers, puisque nous sommes sur une partie un seul établissement EPCI. Donc, de fait, ce syndicat sera dissous et intégré dans la future intercommunalité. Donc, effectivement, c'est, je vais dire, un changement de statut intermédiaire, d'une période intermédiaire, en vue d'avoir un service assainissement qui englobe l'ensemble de l'intercommunalité. Y a-t-il des observations? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Monsieur Mefta, convention avec TDM concernant l'aire d'accueil des gens du voyage.
Bonsoir. Alors, nous avions signé une convention avec TDM concernant le développement économique et surtout la gestion des aires d'accueil du gens du voyage. Nous l'avons signée au 1er janvier et elle devait se terminer au 31/12/2017. Mais force est de constater que TDM n'est pas prêt pour prendre opérationnellement la gestion des aires de l'aire d'accueil. Donc il vous est demandé de prolonger cette convention de 3 mois et qu'elle aille jusqu'au 1er avril 2018 en espérant qu'il n'y en ait pas une nouvelle. Sinon les conditions seront inchangées, c'est toujours les mêmes. Oui. Là, il a été précisé il nous a précisé que c'était avec TDM. C'est pas précisé que la convention avec TDM, les sous-entendus. Mais je pense qu'il vaudrait mieux l'indiquer là dans la délib. Dans la délib, je pense. Oh, oui, elle n'est pas indiquée. Sur le rapport sommaire, peut-être, oui. Ouais. Oui, vous l'avez d'abord, vous l'avez dans. Oui. Et dans 3 mois, ils seront prêts, à votre avis? J'espère, on leur fait confiance. Ouais. Je suis optimiste. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Donc, Madame Giry va nous présenter le DOB. Comment? Non, c'est après. Donc, nous allons vous présenter le débat d'orientation budgétaire, comme il se doit, avant le vote du budget primitif. Alors, il est important de préciser que la loi NOTRe a profondément modifié la présentation de ce débat d'orientation budgétaire depuis le décret du 24 juin 2016. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être un peu plus complet qu'à une époque. Voilà. Donc, on va commencer de façon traditionnelle, mais par une bonne nouvelle par rapport à l'évolution de la population. Donc, on peut peut-être passer à la diapositive suivante, qui est le graphique. Voilà, donc on peut constater, un graphique parle mieux des fois que de longs discours. Donc, on peut constater que après une forte déprise démographique qui a duré jusqu'en 2012-2013, on constate une évolution de la population qui est positive depuis la 3e année consécutive. Donc, on a gagné 89 habitants au 1er janvier 2016, 290 au 1er janvier 2017, et là, le recensement vient de constater donc 216 habitants qui ont été actés au 1er janvier 2018. Voilà. Donc, c'est une bonne nouvelle pour notre ville. Donc, nous poursuivons par la traditionnelle analyse donc, du budget, des dotations, puisque les recettes essentielles, on a les dotations, on a la fiscalité, et les participations aussi aux services publics. Mais les dotations constituaient jusqu'à maintenant un gros morceau de nos recettes. Et ces baisses de dotations, eh bien, elles ne font que, ça fait depuis 2009 qu'elles durent, mais elles se sont encore accentuées, puisqu'on est à... le prévisionnel 2018, ça devrait être 3 169 771 €. Et quand on regarde ce graphique, donc, vous avez les dotations depuis 2013, donc, qui étaient de 4 300 535 €. Donc, on analyse rapidement qu'on a une baisse de plus d'1 100 000 € entre 2013 et 2018. Et donc, on se rend compte que cette baisse, en fait, chaque année, elle s'est accentuée. On va le voir sur le graphique d'après. Donc, en fait, cette baisse annuelle en 2014 par rapport à 2013, elle était que de 443 000 €. En 2015, 896 000. Donc, vous pouvez lire, en fait, c'est en cumulé, puisque, voilà. Après, en cumulé, ça fait 1 741 000. Et en cumulé, on a perdu, en DGF, 3 960 914 par rapport à 2013. Alors, ce calcul est vérifié et revérifié. C'est-à-dire que par rapport à 2013, si vous mettez votre dotation de 4,3 millions multiplié par le nombre d'années par 5, donc vous trouvez un certain montant, vous faites le total de ce que nous avons touché, et nous tombons bien sur une perte sèche de 3 960 000 € pour la DGF.
Oui, pardon, juste une précision, parce qu'on en a déjà parlé, mais c'est pas par rapport à 2013, les 3,5 millions en cumulé, c'est entre 2013 et 2017. Oui, si vous voulez. Ah non, mais c'est complètement différent. Donc c'est la somme de chaque année, et non pas la comparaison de 2016 ou 2017 par rapport à 2013. Par an, on a perdu environ 1 million d'euros. Le premier adjoint n'est pas d'accord, mais le maire est d'accord. On est d'accord, hein, je suis d'accord avec vous. Hein, bon, c'est une formulation. C'est 1 130 000. On a perdu 4 millions, voilà. 4 millions, voilà. Voilà, faut parler simple. De recettes globales. Oui. 4 millions de perdus, c'est 4 millions de perdus, je pense que c'est assez correct, quoi. Je sais pas. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'accepte d'entendre. Pas dit chaque année. Non, j'ai pas dit chaque année, puisque je l'ai dit la diapo d'avant, qu'on avait perdu 1 100 000 euros. Donc, c'est pas chaque année. C'est au total. On est bien d'accord. Mais il vaut mieux le dire. Hein. Moi, je suis tout à fait... Ça me pose pas de problème. Hein. Donc, à cette baisse de dotation, il convient de rajouter la perte du fonds de péréquation intercommunale et communale. Ce FPIC a été créé en 2012. La première fois, on a dû perdre 90 472 euros. Donc, voilà. Et on va regarder la diapositive suivante. Et en fait, sur cette diapositive, donc ça a été créé en 2012. Vous n'avez pas 2013, vous n'avez pas 2017. Pourquoi? Parce que dans le document qui vous a été remis au niveau du débat d'orientation budgétaire, on vous parle de cette perte cumulée du FPIC seulement sur 3 ans. Donc c'est pour ça que pour que vous vous y retrouviez, donc il y a eu une perte de 852 228 euros sur 3 ans. Quand on rajoute 211 341 plus 285 313, ça fait bien le compte. Donc c'est sur 3 ans. Depuis 2017, on peut passer, voilà. Depuis 2017, cette contribution donc n'est plus calculée à partir de tiers communauté, mais à partir de tiers d'or et montagne. Cette contribution, elle a pesé lourdement sur les finances communales. Impact fiscal et financier est en cours d'élaboration avec Tiers d'Or et Montagne. Donc on va l'adopter prochainement. Ce pacte fiscal et financier a fait l'objet de pas mal de présentations par un bureau d'études. Donc on en reparlera, mais il a été retenu pour toutes les communes une participation moins forte que celle qui était présentée par le bureau d'études. Parce qu'ils avaient fait différentes hypothèses, 4 ou 5, et en fait, pour tiers, on aura moins 4 176 euros, donc c'est tout à fait raisonnable et ça n'impactera pas nos finances. Voilà. Alors ce fonds de péréquation intercommunale et communale. Vous savez que je suis un peu madame graphique, hein, mais c'est vrai que les graphiques parlent mieux que les longs discours. D'abord, ce genre de choses sans graphique, c'est complètement inaudible. Donc ça, c'est l'impact de la perte, de la baisse de la DGF et de la hausse de la contribution du FPIC. Donc vous pouvez constater, donc pour 2018, la baisse annoncée devrait être pour donc la perte annuelle de DGF toujours par rapport à 2013, donc elle était de 1 130 764, plus le FPIC, vous voyez qu'on perd moins au niveau du FPIC depuis qu'il est calculé avec tiers communauté et la communauté de communes. Voilà. Mais je suis désolé, mais il faut raisonner maintenant par rapport à l'année précédente. Vous n'allez pas tout le temps raisonner par rapport à 2013. Par rapport à 2013, on va perdre 43 000 de DGF. Oui, mais 43 000 important. Euros. Ben, on le sait maintenant. C'est important. En 2013, on restera sur 2014. Comme ça nous donne une évaluation sur les 3-4 années. Mais disons que c'est important d'avoir un peu de recul pour voir dans quelle situation on est. Et je pense que comment ça évolue. Quand on a un diagnostic à faire, il est indispensable de faire cette analyse si on veut se projeter dans l'avenir. Oui, mais des fois, quand on ne présente pas, je sais comment ça se passe. Quand on ne présente pas certains graphiques, des fois, il naît une certaine incompréhension. Et je pense que les graphiques parlent tout seuls. Voilà. Comment? Ah non, ils disent que la vérité, les graphiques. C'est ça l'avantage. Donc, en fait, donc, la DGF, donc, vous pouvez constater qu'on a perdu 1 130 764 euros en référence donc, à 2013, plus ces 20 000 euros, ça nous fait 1 150 764. Alors le graphique d'après, c'est simplement ce graphique en cumulé. C'est le total. Le total par année. Tu veux passer à la diapo? Voilà. Donc c'est
en fait, c'est vrai que si on revenait en arrière, vous pourriez constater que les chiffres sont parfaitement cohérents. Donc c'est le total de la perte de DGF et de FPIC par rapport à 2013, annuel. Donc c'est plus d'1 million d'euros par an. Et en perte cumulée, c'est pas inintéressant, vous savez. Moi je trouve ça très intéressant. Non, ouais, bon. En fait, on a été élu en 2014, c'est pas grave. Ça permet de voir où on en est. Mais c'est pas grave, Non. ça me pose pas C'est de de la problème, pédagogie. aucun problème. Bah bien sûr, faut que les gens chassent. Attendez, c'est comme si vous annonciez à un salarié, il y a 2 ans, on lui a diminué son salaire de 50%, et puis lui dire l'année d'après, c'est bon, oublie ce qui s'est passé. Attendez, il faut avoir une vision globale. J'ai l'impression d'écouter un porte-parole du gouvernement, moi, qui dit on passe, attendez, les baisses, elles sont énormes. Et se souvenir qu'elles sont, voilà, qu'on a perdu 4 millions en 4 ans, c'est pas rien, quoi. Et que les gens aient cette information, je suis désolé, c'est important. Non, mais elle n'est pas uniquement pour vous, M. Desglons. Hein. Voilà. Mais rappelez que voilà, les collectivités aujourd'hui, elles bossent dans des. C'est comme demain, je vous diminue votre budget, moi, d'1 million d'euros, vous ne diriez pas la même chose, M. Desglons. Je suis désolé. Ben voilà, mais je conteste pas les conséquences. Mais avec 1 million d'euros par an en plus, c'est colossal. Hein. Les ressources de la collectivité en 2018 seront d'environ 40 ou 50 000 euros de moins sur la DGF qu'en 2017. Voilà. Et pas 1 million quelque chose. Mais, et puis pour clore la discussion, j'ai souvenir de vos présentations de budget. Je suis désolé que vous remontiez aussi sur 5, 6, 7, 8 ans. Je suis désolé, exactement. Attendez, j'étais assis peut-être pas à votre place, mais pas loin, et il y avait les mêmes présentations, et ce qui est tout à fait normal. Mais c'est un diagnostic. Voilà, mais bon, c'est pas pour... En fait, sincèrement, vous pourrez le constater pour d'autres diaporamas, on en reparlera. Hein. Mais en fait, là, tout à l'heure, vous voyez, Abdel nous parlait d'une perte de 4 millions d'euros. Et quand c'est pas écrit noir sur blanc, eh bien, c'est pas 4 millions d'euros qu'on a perdu, ce graphique d'après, c'est 5 millions d'euros. Quand vous cumulez le fonds de péréquation intercommunale et la DGF, c'est 4 800 000 euros que nous avons perdus depuis 2013. Et je peux vous dire qu'au niveau des finances communales, ça a un impact très lourd. Voilà. Parce que quand on a 1 million d'euros de plus par an dans son budget, ça change tout. Par exemple, la piscine, c'est 400 000 euros. Vous voyez? Donc en fait, 400 000 euros, c'est pas une paille. Oui, c'est 20% du budget de fonctionnement. On enchaîne? Voilà. Après j'arrêterai avec les baisses de dotation. Mais ça serait bien si les baisses de dotation s'arrêtaient pour que je puisse arrêter. Alors, on aura encore une baisse, la diminution de la compensation de la taxe professionnelle. C'est un phénomène nouveau. Alors, la première réaction que nous avons eue en tant qu'élus, c'est de se dire, mais pourquoi on a encore cette dotation de compensation de la taxe professionnelle alors que c'est transféré à TDM? En fait, quand on regarde un peu sur Internet, eh bien en fait, c'est normal, c'est les communes qui continuent de la percevoir. Sauf que cette dotation, jusqu'à maintenant, elle avait été inchangée et on nous annonce que celle-ci va baisser régulièrement jusqu'en 2022. Donc, pour l'année 2018, nous devrions perdre autour de 80 000 euros. Voilà, qui se conjugue à la baisse. Bon, non, c'est pas la peine. Et donc, au total, ça nous fera une perte de 270 000 euros. Quand vous entendez ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'une piscine coûte 400 000 euros, perdre 270 000 euros en fonctionnement, c'est colossal. Voilà, c'est tout. Ce que juste je veux dire sur cette baisse de compensation, ça c'est pas normal. C'est pas normal qu'on nous sabre des recettes qui étaient en fait issues préalablement de l'impôt local, oui. Hein, puisque c'était le taux de taxe professionnelle qui était décidé par la collectivité, qui a été transformé, etc., par l'État, qui a dit bon ben voilà, vous ne percevrez plus ça, donc on compensera. Et on le sait malheureusement, c'est que assez souvent, la compensation elle dure gentiment pendant 3, 4, 5 ans, et puis après, plou, ça s'en va. Et ça c'est pas normal. Parce que la DGF, c'est un autre sujet, ça c'est toujours été de la décision de l'État, bon, mais ça par contre, c'était de la décision communale qui a été enlevée au vote des élus municipaux, et ensuite, voilà, on taille dedans. On va subir la même chose au niveau de la taxe d'habitation.
Ça sera comme ça, et puis dans les années à venir. Bien, Voilà. continue, Nicole. Donc là, je ne sais pas comment il faut le présenter, parce que quelle que soit la façon dont je vais le présenter, de toute façon, voilà, ça n'ira pas. Donc voilà, c'est pas grave. Donc après, alors j'ai pour les... Mais non, mais je me laisse pas, on se connaît, c'est pas grave. L'opposition, c'est un mal nécessaire. Donc l'évolution des bases fiscales. Donc j'ai mis un petit point vert, mais je ne sais pas si c'est un petit point vert qu'il faut mettre, parce que l'évolution des bases fiscales, elle devrait augmenter de 1,2%. Pour les recettes de la commune, c'est un peu mieux, mais pour le contribuable, c'est moins bien. Donc elle devrait augmenter de 1,2% au lieu de 0,4% en 2017 et 0,9% les autres années. Donc il est important de noter qu'en 2017, on a eu également une baisse de recettes. Bon, c'est une bonne chose, une baisse de recettes pour l'exonération en faveur des personnes de conditions modestes. C'est une bonne chose pour les personnes qui sont de conditions modestes, mais il faut qu'on l'absorbe. Voilà. Après. Donc, les autres dispositions qui sont fixées par l'État, ça concerne essentiellement les ressources humaines. En fait, donc au mois de janvier 2018, les salariés ont pu constater qu'il y avait une hausse de la CSG, 1,7%, qui est compensée partiellement donc par la suppression de la contribution de solidarité, CES, pour 1%. Mais si vous faites le calcul, 1,7% et 1%, il nous reste 0,7%. Et pour que les salariés ne perdent pas de salaire, puisque les agents, pardon, oui, c'est pas pareil, oui, vous avez raison, oui, merci de me reprendre. En fait, oui, pour que les agents n'aient pas de perte de salaire sur leur bulletin de paye, eh bien, en fait, c'est la collectivité qui compense ces 0,7%. Donc, sans rien faire, dès 2018, nous aurons une hausse des dépenses de personnel de 0,7% et sans qu'il y ait aucun impact sur la feuille de paye des salariés. C'est-à-dire que ça ira pas dans leur poche. Voilà, c'est juste pour qu'ils ne perdent pas. Juste préciser pour le privé, la différence. Le privé, moi, je ne connais pas trop. Non, la seule différence, oui. c'est la baisse de la CSG dans le privé doit être compensée par une baisse de charge. Donc, si, pour les... si. Et sur le bulletin de salaire, en théorie, je ne parle pas pour les retraités, hein. Donc voilà. Donc à minima c'est compensé. Mais dans la fonction publique, il n'y a pas de charge chômage et je crois que c'est le chômage et la maladie qui doit être impacté. Et là il n'y en a pas sur le bulletin de salaire des agents, il n'y en a pas. Donc ça sera, il n'y aura aucun gain. L'augmentation de la CSG doit être compensée par la collectivité à hauteur de 0,7%, quoi. 70 plus 80 plus 30. Voilà. Ok. Après, on a la fin des contrats aidés. Donc pour les collectivités, donc c'est la suppression de 130 000 contrats aidés en 2018. Pour tiers, on vous rassure, nous avions 28 contrats aidés. Voilà. Donc c'est des conséquences. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la fin des contrats aidés, c'est seulement pour les collectivités. Il y aura encore des contrats aidés, donc pour l'éducation nationale et pour la fonction publique hospitalière. Voilà. Alors, c'est des conséquences notables pour les collectivités. Pour nous, ce sera une diminution de recettes de 317 000 € pour notre ville. Donc, ça fait 500. Voilà. Alors, on continue. Les autres dispositions qui sont fixées par l'État au niveau des ressources humaines, c'est la restauration du jour de carence pour maladie. Et en 2018, il y a eu le parcours professionnel, vous savez, des carrières et des rémunérations. C'est quelque chose qui a été voté par l'État. Ça concerne la période 2017 à 2020. Il y a 10 mesures phares qu'on peut retrouver sur Internet. Et en fait, ce parcours professionnel a impacté la ville de Thiers. Donc en 2017, c'est une bonne chose pour le personnel, ce parcours professionnel. Mais nous, ça nous a coûté 200 000 €. Voilà. Donc, il sera gelé en 2018. C'est-à-dire qu'en 2018, ce PPCR sera gelé.
Donc, et également, donc l'État met en place un parcours compétences professionnelles. Donc, 10 postes seraient envisagés dans ce cadre à la place des 28 contrats aidés dont nous disposions. Voilà. Donc, nous passons à un autre chapitre, le contexte budgétaire intercommunal que nous n'avions pas avant. Donc là, je ne vais pas vous relire ce document parce qu'en fait, c'est les compétences qu'il faudrait transférer et il en faut 9 sur 12 pour que la communauté de communes ait une dotation bonifiée, donc des recettes bonifiées. Donc en fait, nous nous attachons à respecter donc, ces transferts de compétences obligatoires pour que notre territoire ait plus de subventions. Donc, après, nous sommes passés en fiscalité professionnelle unique en 2016. Donc, vous le savez, vous les élus, mais donc cette fiscalité professionnelle, avant, elle était perçue par la ville de Thiers. Maintenant, c'est la communauté de communes qui la perçoit et qui nous la reverse pour que ça soit neutre budgétairement. Donc, cette dotation de compensation est de 5 375 100 €. Mais c'est une dotation qui évolue à chaque transfert de compétences ou à chaque réforme de l'État. Voilà. Donc c'est le petit graphique qui explique ce que je viens de vous dire. En fait, donc la CFE en rouge est perçue maintenant par TDM, donc 5 375 100 €, et il nous la reverse en attribution de compensation. Et à chaque transfert de compétences, donc, on diminuera cette attribution de compensation. Donc, nous avons fait une projection sur l'évolution de cette attribution de compensation en 2018. Donc, l'année dernière, déjà, il y a eu une modification de par l'État. C'était pour la recette par départementale TH, pour la taxe d'habitation, pardon, que nous percevions avant et qui a été transférée à la communauté de communes. Donc, nous ne la percevons plus au titre directement, donc on nous la reverse en attribution de compensation. Je sais que c'est un peu compliqué pour le public, ça ne doit pas être simple. Donc, ça fait 1 231 056 € qui devront nous rembourser également. Alors, à chaque transfert de compétences, il est important de préciser que chaque fois qu'il y a une compétence qui est transférée à la communauté de communes, la ville de Thiers continuera de payer cette compétence qui sera transférée, puisqu'à chaque fois, on nous diminuera nos recettes d'attribution de compensation. Voilà. Donc, nous continuerons de payer les transferts de compétences. Alors, en 2017, il y a eu les zones d'activité économique, donc toutes les zones industrielles, zones commerciales, qui ont été transférées à la communauté de communes. Donc, ça a été chiffré, pardon. Donc, on diminue notre attribution de compensation de 67 646 €. C'est essentiellement l'éclairage et la voirie, l'entretien de voirie. Les manifestations économiques également, qui seront maintenant de la compétence de la communauté de communes. Donc, tiers meeting, Coutelia, journée porte ouverte, entreprise. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est essentiellement des subventions, puisque nous continuerons de mettre le personnel à disposition et les salles. Pardon. Quand vous dites que chaque fois qu'il y a un transfert de compétences, on va continuer à payer. Tout à fait. Mais c'est figé à un instant T. Oui, mais vous pouvez préciser parce que si on avait par exemple 300 000 € d'une compétence qu'on transfère, on ne va plus les avoir à notre charge. Eh bien, si. En fait, on ne les aura plus à notre charge, mais l'attribution de compensation sera diminuée de 300 000. Voilà, mais on ne va pas le payer plus. Enfin, je veux dire, ça sera figé à un instant T, mais en fait, on paiera. C'est un transfert. On continuera de payer, sauf que ce ne sera pas sur la même ligne budgétaire. Au lieu de payer du personnel, eh bien, on payera parce qu'on recevra moins de taxes professionnelles. D'accord? Ok. Et par contre, on en a parlé en commission de ça. Et ce qui est un petit peu dommage, c'est par rapport à la future piscine. C'est que c'est un peu différent. C'est différent, mais on va quand même. La piscine de Thiers coûte actuellement 400 000 € de fonctionnement. Et donc, de déficit, autant pour moi.
Et donc c'est un nouveau bâtiment qui va être créé par Tiers d'Or et Montagne. On négocie. Et on va quand même donner ces 400 000 euros à la... On négocie. Voilà, on peut pas lancer ça tout de suite. Voilà, mais à vous de négocier. Je pense pas. En fait, c'est une charge différente, quoi, quand même. En fait, Ça sera un nouvel équipement. Voilà, ça... tout sera remis à plat. Pour la piscine, c'est un problème un peu particulier parce que tout le monde a bien conscience que la piscine, elle irrigue tout le territoire. Et c'est un problème un peu particulier qui sera vu de façon particulière. Oui, Le tiers qui supporte l'intégralité des charges. Merci Benoît pour l'information qu'on t'a donnée en commission et tu te l'appropries, voilà. Mais voilà, non, mais c'est non parce que c'est attendez. En commission, c'est-à-dire, aujourd'hui, on n'est pas tout seul. On est en train de négocier avec nos partenaires et c'est pas facile. C'est pas facile. Donc la discussion qu'on a eue, qu'on a partagée, j'allais dire, c'était pas encore une discussion. C'était récente à 4, donc c'est bien de l'avoir à 30, c'est tout. Ouais. Donc si vous ne la pas. Mais quand on négocie, vaut mieux déjà pas poser toutes ces cartes sur les trucs. Voilà, c'était juste. Mais bien sûr, on n'a pas attendu Monsieur Genex pour y penser. Merci. Voilà, on reconnaît toujours le grand esprit du premier adjoint. Simplement sur les piscines, sur la piscine, c'est une question que je ne m'approprie pas. Simplement, l'investissement actuel, donc qui verra sa fin de vie dans les quelques années qui viennent, il y aura un coût pour assumer la remise en état du site, enfin en tout cas pour déconstruire l'ensemble et tout ça. Est-ce que ça peut être pris en compte dans le cadre du nouvel investissement? Parce que c'est aussi la conséquence de l'un de l'autre, quoi. Et là, il y a un petit million qui se promène, quoi, quelque part. En ce moment, c'est pas le sujet de l'échange au niveau de TDM, mais on l'a intégré dans notre réflexion, c'est-à-dire que l'avenir de la piscine René Bernérien, ça va être quoi? Donc, suivant ce qu'on va faire, il faut que la réflexion, on l'ait à l'échelle de TDM. Et s'il y a des coûts à supporter, que ce soit de la déconstruction ou du réaménagement, il faut qu'on y réfléchisse à l'échelle de TDM. Ça ne peut pas être la ville qui porte intégralement. On est bien d'accord, mais si TDM dit... Encore, oui, mais si sur ce site-là, on ne voit pas de projet intercommunal, il faudra peut-être se rappeler à leur bon souvenir, quoi, que c'est... Voilà. Donc tout à l'heure, nous avons délibéré pour la convention de l'ère des gens du voyage, parce qu'en fait, pour qu'il n'y ait pas d'interruption de service public, quand il y a un transfert de compétences, quand la TDM n'a pas la capacité à assumer vraiment cette compétence, eh bien il y a une convention qui est signée et le personnel de la ville continue de faire le travail. Et donc pour l'ère des gens du voyage, ce sera jusqu'au 1er avril 2018. Voilà, c'est ce que nous avons voté tout à l'heure. Et puis là c'est nouveau, donc nous l'avons voté en conseil communautaire pour l'OPA-RU et en conseil municipal. Donc c'est la politique, oui, l'OPA-RU, donc l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et du renouvellement urbain. Donc là aussi, donc, il y a une convention de mise à disposition jusqu'au 1er juillet 2018. Donc l'attribution de compensation prévisionnelle pour 2018 devrait être de 6 393 498 €. Donc on va passer assez vite sur les petits graphiques suivants. Donc il résume ce que je viens de vous dire en plus simple. C'est-à-dire que ce qui a été transféré, l'économie, le tourisme, la collecte et le traitement des déchets, l'ère des gens du voyage, l'enfance et la petite enfance et la jeunesse. Là par contre, il convient d'y revenir parce que c'est une compétence qui est transférée à TDM, mais nous avons une convention avec TDM et elle sera réellement transférée normalement au 1er janvier 2019 parce qu'afin d'assurer la continuité du service public, eh bien c'est la ville de Thiers qui continue de s'en occuper. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous fatiguer, parce que je sens que je vous fatigue. Donc après, on a également la politique de la ville. Ça, c'est tout nouveau en fait. Le contrat de ville, l'OPA-RU, l'ANRU. J'ai laissé les dispositifs d'insertion économique et sociale. Ça, c'est ce que la loi demande. Mais en fait, pour l'instant, c'est pas acté. Les équipements sportifs d'intérêt communautaire. Donc, nous avons la piscine. Et on a aussi le projet pour la maison de santé. Donc,
qui rentreraient dans la création et gestion de maisons de services publics. Voilà. Après, un petit détail quand même qui n'en est pas un pour notre vie quotidienne dans les services de la ville de Thiers. L'analyse budgétaire, elle est profondément alourdie par cette période transitoire de gestion des compétences transférées. C'est-à-dire qu'en fait, on a double jeu d'écriture. Une fois que ça sera tout sur l'attribution de compensation, ça sera lisible de façon très claire. Mais actuellement, comme c'est nous qui faisons le travail, c'est nous qui payons le personnel, qui payons les charges, et après, donc, la TDM nous verse une recette, et ça fait un double jeu d'écriture. C'est pour ça qu'on a 1 100 000 € de plus en recettes, et qu'on a 900 000 € de plus en dépenses. Donc ça alourdit la présentation, mais on le verra lors du compte administratif 2017. Voilà. Hop, je passe rapidement sur ce graphique. Il résume ce que je viens de dire, en fait. Donc les 1 106 921, donc nous les avons perçus de TDM, et en dépenses, vous avez un total en rose, 961 563, ce sont les dépenses que nous avons eues et que nous reversons à TDM. Voilà. Je sais que c'est un petit peu indigeste pour tout le monde, mais voilà. Attendez, mais l'autre... Voilà, elle est parfaite. Elle est très bien, celle-là. Voilà. Donc, le compte administratif de la ville constatera une hausse artificielle de ses dépenses réelles de fonctionnement de plus de 900 000 € par le reversement par tiers à TDM et une hausse artificielle des recettes réelles de fonctionnement de 1,1 million d'euros. Donc, c'était TDM. Pourquoi l'écart? Pourquoi l'écart entre les deux? L'écart entre les deux, c'est les recettes de la CAF. En fait, on a reçu des recettes, enfin, oui, on a reçu des recettes, elles étaient dans les 204, la diapo d'avant, elles étaient dans les 296 589 €,79. Il y avait les recettes de la CAF et les familles qui nous payent les prestations, les inscriptions. D'accord? Et TDM a perçu 145 357 € de recettes de la CAF directement. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la CAF, dès l'instant où il y a un projet de transfert de compétences, la CAF ne veut plus connaître la commune. Donc, il verse directement les recettes à la CAF. Je peux vous dire que ça occupe. J'ai dit une bêtise? Non, tu as dit que la CAF reversait à la CAF. J'ai dit n'importe quoi. J'ai pas le droit de me détendre, en fait. Merci. Excusez-moi. Donc en fait, oui, la CAF ne veut connaître que TDM, donc c'est pour ça qu'on est obligé de faire comme ça. Et c'est extrêmement lourd budgétairement. Comment? Non. Ah non, ils sont très intransigeants, la CAF, et en fait, il n'y a pas que les dotations qui baissent, il y a également les subventions versées par certains organismes comme la CAF. Chaque fois qu'ils peuvent fermer le robinet, ils le font. Hein. Voilà. Ça, je devrais peut-être pas le dire. Hein. Oh non, vous ne notez pas. Hein. Vous notez pas. Hein. C'est pas vrai ce qu'elle dit, Nicole. Bon, après, on enchaîne. Donc, l'adoption d'un pacte fiscal et financier, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ce pacte fiscal et financier entre les communes et communautés de communes, c'est pour atténuer les inégalités de richesse entre les communes. Et en plus, ça a l'avantage de ne pas créer de nouvelles dépenses pour le PCI. Ça optimise le coefficient d'intégration fiscale de la communauté de communes. Alors, je vous dirais simplement que le coefficient d'intégration fiscale, c'est le rapport entre la fiscalité perçue par la communauté de communes et la somme de la fiscalité perçue par tout le territoire. Commune plus communauté de communes. Donc, en fait, plus ce coefficient se rapproche de 1, et plus on peut toucher de subventions. Merci. Ah, mais j'ai... Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, il vaut mieux. Hein. Donc, après, en fait, ce qui est important aussi avec ce pacte fiscal et financier, c'est qu'on doit se parler entre la communauté de communes et la commune
par rapport à la fiscalité. C'est-à-dire qu'on doit dialoguer pour que s'il y en a un qui veut augmenter ses taux d'imposition, eh bien, il faut absolument en parler avec la communauté de communes pour voir les impacts. Voilà. Et en plus, l'avantage de ce pacte fiscal, c'est qu'il peut y avoir une dotation de solidarité communautaire qui peut être redistribuée aux communes. Et en fait, ça crée des liens entre la communauté de communes et la commune. Voilà. Même si ça devient neutre budgétairement. Voilà. Ça devrait aller plus vite après, j'espère. Oui. Alors, l'évolution des résultats et l'analyse globale. Là aussi, vous n'allez pas aimer les graphiques, mais en fait, ces graphiques, vous le verrez tout à l'heure, notamment pour certains graphiques, eh bien, je pense que même pour nous, c'est indispensable, c'est un diagnostic, ça permet de savoir d'où on vient et où on va, mais ça aussi, ça donne un peu d'humilité, même pour nous, hein. C'est pas qu'un constat. Je pense que ça donne un peu d'humilité dans la projection. On voit que c'est pas si simple que ça, que c'est pas un équilibre facile. Donc, il ne faut pas vous en offusquer si on vous présente ces graphiques. Voilà. Alors, ce graphique, en bleu, c'est les recettes. En rouge, c'est les dépenses. Donc, en fait, la différence, c'est notre capacité à financer les investissements et à rembourser le capital des emprunts. Donc là, pour que ça soit juste, en fait, on a neutralisé les dépenses liées à l'enfance-jeunesse. Mais on en parlera lors du compte administratif 2017. Il ne faut pas que j'anticipe trop, c'est pas bien. Voilà. Disons que c'est juste pour se projeter dans l'avenir, pour savoir quelles sont nos marges de manœuvre. Donc on voit qu'en fait, quand on regarde ça, ben, il faut qu'on soit prudent. Nous avons un équilibre fragile, donc nous devons être prudents. Après, le ratio des rigidités. Donc il faut savoir qu'en fait, on a 17 500 000 euros donc, de dépenses, mais sur ces dépenses, il y a pas mal de dépenses qui sont impossibles à diminuer, ou quasiment impossibles. Donc sur 17 500 000 euros, notre capacité à agir porte sur 7 millions d'euros. Voilà, je ne vous en dis pas plus, parce que sinon après, voilà. Donc au niveau des dépenses de fonctionnement, nous avons les charges à caractère général, hein, qui comprennent plein de choses, hein, tout ce qui est le fonctionnement, le chauffage, l'électricité, plein de choses comme ça. Hein. Les subventions aussi aux associations. Là, on est qu'en fonctionnement. Oui, toujours dans le fonctionnement. Oui, en fait, je vous trouve optimiste quand vous dites que la capacité à agir est sur 7 millions, parce qu'elle est peut-être même de moins que ça, parce que quand il y a déjà 10 millions de masse salariale... Comment ? Je dis quand il y a déjà 10 millions de masse salariale et qu'il y a 3-4 millions qui sont complètement incompressibles entre le chauffage, l'énergie et tout ça, la marge de manœuvre elle est plutôt sur le fonctionnement de 2 ou 3 millions, mais pas de 7. Hein. Enfin bon, si vous arrivez à diminuer le budget de fonctionnement de 7 millions, là bravo. Ben, les dépenses de personnel sont de 10 millions, on a les contingents également. Bon, donc voilà, mais si 7 millions c'est déjà... C'est pas beaucoup, mais c'est mieux que... J'ai l'impression que j'ai sauté un graphique, non ? Vas-y. Vas-y, continue. Après ? Ah, voilà. Donc, on parlait du taux de rigidité des dépenses. Et ça, moi, j'ai pensé qu'il y avait un taux de rigidité nouveau qui est apparu. C'est le taux de rigidité des recettes. En fait, avant... nous pouvions agir sur divers leviers pour avoir des recettes supplémentaires. Au niveau de la fiscalité, de la taxe professionnelle, au niveau de la fiscalité de la taxe d'habitation. En fait, si vous regardez ce graphique, nous ne pourrons agir que sur la taxe foncière. La taxe d'habitation va être supprimée, et c'est une bonne chose pour les personnes, hein, sur 3 ans. Donc elle va diminuer pendant 3 ans, donc nous aurons une dotation qui sera allouée par l'État, qui sera figée à un instant T, donc elle sera figée. Oui. On a bien compris quelque part. Oui.
De la taxe d'habitation, on percevait 3 202 000. La taxe foncière, 3 900 000. Et vous voyez, en fait, là, c'est la cotisation foncière des entreprises, 2 756 000. La TASCOM, 377 000. Et l'IFER, c'est sur les réseaux, 99 000. En fait, quand vous ajoutez ces sommes de 2 756 000, 377 et 99, vous ne trouvez pas les 5 375 100 euros d'attribution de compensation. C'est normal parce qu'en fait, il y a 3 200 000 au niveau des impôts, si vous faites l'addition, plus 2 132 091 euros. Excusez-moi, mais j'ai la mémoire des chiffres, en fait, c'est comme ça. Voilà, c'est la DGF par salaire. En fait, la DGF par salaire. Tout à l'heure, pour ne pas alourdir la présentation du graphique, la DGF, elle est plus de 3 millions d'euros, elle est d'1 million d'euros. Mais comme la DGF par salaire nous est reversée en attribution de compensation, pour ne pas alourdir la présentation, j'ai fait l'impasse dessus. Voilà. En fait, oui, le graphique. En fait, quand on fait un graphique, après la légende se met automatiquement. C'est vrai que j'aurais pu passer peut-être 20 minutes à changer le truc de... Voilà. Mais en fait, je me suis dit que peut-être que je pourrais l'expliquer. Voilà. Donc, j'ai pas voulu perdre mon temps à essayer de... Oui. C'est la taxe foncière qui est à 3,9 millions, la taxe d'habitation qui est à 3,2 millions. Il ne faut pas regarder l'ordre, il faut regarder la couleur. C'est la couleur qui compte à droite. Mais c'est vrai que nous avons maintenant une rigidité des recettes. Hein. Voilà. Notre capacité à agir est très faible. Après, donc l'évolution des charges à caractère général. Donc en fait, on ne va pas insister là-dessus, on en parlera mieux au niveau du compte administratif pour que ce soit complètement réel. Mais donc il y a une maîtrise, on peut dire que nous avons une maîtrise des charges à caractère général. Et au graphique suivant, c'est les charges de personnel. Voilà, c'est bon. Donc je vous ai dit que nous avions une maîtrise au niveau des charges à caractère général et au niveau des charges de personnel. En fait, bon, on ne va pas parler du compte administratif puisqu'on en parlera en juin. Mais bon, c'est surligné comme ça, donc ça devrait monter un peu trop. Voilà. Oui, pardon, quand même, sur ce tableau, il me semble qu'à partir de 2016... Lequel ? Celui-là, là. Oui. Des charges de personnel, il y a eu la création de deux budgets annexes. Celui de l'ANRU et celui de l'OPA. Sur lesquels il y a eu des transferts de salaire. Alors, oui, on est d'accord. Voilà, donc ce qui fait que là, jusqu'en 2015, on a du salaire purement du budget principal, et on en a enlevé un petit peu en 2016 et un petit peu plus en 2017. Voilà. Hein, je ne vais pas remonter à 2013, mais... Oui. Oui, non mais je voudrais vous l'expliquer en fait. Et moi j'ai appris une chose cette année, en fait, vous voyez, j'en apprends encore, même là. C'est-à-dire que le budget principal, au niveau des ressources humaines, paye toutes les dépenses de personnel, y compris l'assainissement, y compris l'eau potable, y compris les budgets annexes. Alors quand vous voyez 10,7 millions, c'est y compris les dépenses de personnel de tous les budgets annexes. Donc, voilà. Comment ? Ils sont inclus ? Comment ? La ligne du haut. La ligne du haut. Le 10 719 comprend, moi je ne le savais pas, j'ai appris cette année. Donc vous voyez, il n'y a pas... Et donc dans le budget de l'ANRU, il y y a bien des salaires. C'est pareil, dans le budget ANRU, ils sont payés sont dans le budget ANRU, principal. Ils ne sont pas dans celui-ci. Si. Non, mais en fait, ils ne peuvent pas être deux fois en charge. Par contre, ils ne peuvent pas être deux fois... Pardon. Donc en fait... Voilà. L'ANRU, on les retrouve deux fois. En charge, on les retrouve sur la première ligne, dans les 10 719, et on les retrouve en atténuation de change. Du coup, ça s'annule. On les retrouve, mais on les trouve, ils sont dans les 10 000. On les retrouve deux fois. Les budgets annexes, donc j'ai demandé à Françoise, à notre comptable, donc les budgets annexes comme l'OPA, RU et l'ANRU, ils touchent directement les subventions. Elles sont versées directement sur les budgets annexes
et les budgets annexes nous les reversent. Par contre, il y a une chose qu'il convient de préciser, c'est que vous l'avez vécu aussi. Bon, vous n'aviez pas de budget annexe pour l'ANRU, hein, mais par exemple, vous avez touché 180 000 € d'atténuation de charges, mais sur 3 ans. C'est-à-dire que des fois, pendant 2 ans, il n'y avait rien, et l'année d'après, il y avait 180 000 €. Que là, on sait qu'on va toucher, par exemple, 180 000 €. Ça c'est... Là, les chiffres que je vous annonce, ils ne sont pas vérifiés. Hein. Voilà, c'est un exemple. Mais ces 180 000 €, si on les touche sur 3 ans, on va budgéter sur le budget recettes prévisionnelles de l'ANRU 60 000 € par an, ça fera 180 000, mais quand ils toucheront, ce sera bien le budget annexe qui percevra et qui nous reversera. Sauf qu'en fait, ça va être... comment on dit merci. Lissé sur 3 ans. Oui, voilà. Mais là, enfin, je ne veux pas être lourd sur ce sujet, mais... Non, je comprends que... En 2017, je vois après compensation, hein, après, comment on appelle... Oui, mais là, c'est vrai que c'est prévisionnel, donc je n'ai pas tous les chiffres. Non, mais d'accord, mais peu importe, restons sur ces chiffres. Je vois 9 987 en gros, c'est ça ? 9 897 000. 897, pardon. Oui. Là, ne sont pas inclus les salaires de l'ANRU et de l'OPA. Ben, là. Ça, c'est des atténuations de charges. Ah oui, ça, c'est une après fois atténuation. Si, c'est avec. En fait, c'est 10 719 000 moins, ça fait 900 000 € d'atténuation de charges. Moins, avec les atténuations de charges, vous arrivez à un budget du personnel de 9 897 000 €. Voilà. Incluant l'ANRU et l'OPA. Oui. Et l'assainissement, entre autres. Et l'assainissement et tout. Voilà, je sais que c'est un peu compliqué pour tout le monde. Ah, oui, mais on voilà. On enchaîne. Donc là aussi, bon là, la loi NOTRe nous impose d'avoir une analyse au niveau des effectifs. Donc les effectifs en équivalent temps plein, donc en 2015, 268 employés, en 2016, 248. Le prévisionnel 2017, je pense que c'est mieux de... Je vous l'ai mis pour information, mais bon, il y a 8 postes en plus. Voilà. Donc ça, c'est hors contrat aidé. Après, nous devons prendre, compte tenu de ces chiffres, donc nous avons l'obligation, et je pense qu'il faut qu'on ait une maîtrise de cette évolution des dépenses de personnel. Donc les créations d'emplois ne pourront être qu'exceptionnelles. Et la réorganisation des services et le redéploiement des missions seront poursuivis. Donc on doit mutualiser les moyens également avec TDM, avec la nouvelle communauté de communes, au niveau de l'informatique, des finances, des marchés publics et des ressources humaines. Donc on aura des départs en retraite, normalement en 2018. Donc il y a 8 agents qui doivent partir en retraite, mais certains départs en retraite ne seront pas remplacés. Donc nous devrons optimiser les ressources humaines sur certains services, notamment le service ménage, affaires scolaires, les TAP, pour réduire les heures complémentaires. Et donc nous veillerons également à réduire la précarité des agents. Voilà. Donc on peut passer à celle d'après. Ce qui est important de dire, c'est que la mutualisation avec TDM avec la communauté de communes, a déjà commencé. Donc le poste de responsable du service informatique qui a été créé en 2016 a été mutualisé. Donc ce poste, il a été déjà en 2016 et il a été mutualisé avec TDM à 50%. Le poste de responsable du service des sports pour la piscine, donc il est mutualisé à 20%. Parce que en fait, donc il travaille pour ce projet de piscine. Voilà. En 2017, donc 1,2 équivalent temps plein était mis à disposition par TDM auprès de la ville pour l'urbanisme et le développement économique. Voilà. Donc déjà, c'était TDM qui payait la charge. À partir de juillet 2018, outre ces mesures, le budget personnel communal ne sera plus concerné par le personnel OPA-RU. Donc là aussi, ça va complexifier l'analyse du personnel. Donc soit 3 agents transférés pour un budget brut chargé annuel de 109 778 €. Voilà. Et à noter que la continuité du service public pour l'enfance jeunesse, donc elle sera assurée par la ville de Thiers jusqu'au 1er janvier
jusqu'en 2019. Voilà. Normalement, on espère que ce sera au 1er janvier 2019, mais en fait, c'est vrai que au niveau de la comptabilité, ça entraîne des jeux d'écriture assez complexes. Voilà. Après, il y a déjà des mesures qui sont opérationnelles. Il faut changer de... Voilà. Donc, il y a des mesures déjà opérationnelles depuis 2016. Donc, il y a eu une réduction des heures complémentaires de 25%, soit une économie de 31 000 euros par an. Il y a eu une réduction de 40% des heures complémentaires, soit une économie de 80 000 euros par an. Il y a une optimisation du service rendu au musée sans perdre en qualité pour 25 000 euros par an. Et l'instauration d'un abattement du régime indemnitaire en fonction de l'absence pour maladie ordinaire, une économie de 30 000 euros. Et il est important de noter que la collectivité remplit pleinement ses obligations en matière d'emploi handicapé. Et c'est vrai que c'est important, je pense, pour tous, de savoir accueillir ces personnes. Oui. Oui, vous pouvez préciser ce que c'est cet abattement du régime indemnitaire en fonction de l'absence pour maladie ordinaire? Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, en fait, quand il y a une maladie, donc quand quelqu'un est malade, il y a un régime indemnitaire pour les fonctionnaires. Enfin voilà, c'est des primes. Eh bien, il y a un abattement du régime indemnitaire quand les personnes sont malades. Non, oui, c'est ça. C'est la mesure qu'on a mis en place, bien sûr, avec nos partenaires. C'est qu'avant, même quelqu'un qui était malade, il continue à toucher son régime indemnitaire. Depuis le 1er janvier 2017. Donc, 2016, au bout de 15 jours, il ne touche plus son régime indemnitaire. Voilà. Ce qui était un peu plus... Voilà. C'est une forme de prime de présentéisme en fait, quoi. Un petit peu à l'envers. Vous l'appelez comme vous voulez, voilà. Oui. Mais c'est plus... comme vous l'aviez supprimé, c'est une façon de revenir un peu à ça, quoi. Non, c'est plus équitable. Parce qu'un régime indemnitaire, c'est une prime. Il continue à percevoir pas son salaire, j'ai du mal avec les termes. Merci. Voilà. Mais par contre, la prime, il est absent. Alors qu'avant, voilà, il la touchait tout le temps, même s'il est arrêté pendant 24 mois. Non, mais je parle du régime indemnitaire. Là, on n'est pas sur la petite prime que l'agent... Voilà. Mais les primes, ça c'est quelque chose que je voulais refaire un point là-dessus, mais bon, c'est pas très important. Les primes à l'époque qui étaient données à tous les agents quand ils étaient présents, c'était du régime indemnitaire. C'était pas une prime qu'on pouvait sortir autrement que par le régime indemnitaire. C'était du régime indemnitaire, absolument. Il y avait plus de, je suis désolé, hein, on l'a mis en place, il y avait quasiment 200 agents qui avaient 0 de régime indemnitaire. Vous l'appelez comme vous voulez, le régime indemnitaire, c'est un régime indemnitaire. Votre prime d'absentéisme, voilà. Présentéisme, vous l'appelez comme vous voulez, non. Le régime indemnitaire, aujourd'hui, nous, tous les agents. Mais, un régime indemnitaire. D'accord. Alors vous renseignerez comment on pouvait donner des primes si ce n'était pas par le régime indemnitaire. Forcément, c'était le régime indemnitaire. Voilà. Merci Martine. Non, ça s'appelait pas un régime indemnitaire. Je suis désolé. Ah non. Alors. Aménagé alors, mais ça s'appelait pas comme ça, je suis désolé. La prime de présentéisme qui existait auparavant rentrait dans le cadre du régime indemnitaire, sinon elle n'aurait pas pu être versée. Cependant, alors là je vais essayer de juger les deux. Je vais essayer de juger les deux primes. Il y avait cette prime de présentéisme, c'est-à-dire que les gens, dès qu'ils avaient une journée d'absence, étaient pénalisés, y compris pour fait de grève, y compris pour enfants malades. Oui. Alors que le régime indemnitaire qui a été attribué là et qui est effectivement levé lorsque les agents sont malades, le régime indemnitaire normalement est versé pour service fait. On peut considérer que lorsque l'agent n'est pas présent, il ne fait pas son service. Et sur le bulletin de salaire, tout à fait logique. Vous l'appeliez régime indemnitaire ? Ça rentrait dans le cadre. Sinon, ça n'aurait pas pu être versé. Désolé, Abdel. Mais je crois qu'il y a quand même une certaine, comment dirais-je, logique, et en tout cas, la façon dont c'est attribué aujourd'hui me paraît plus... Voilà.
Donc, il faut que tu appuies. Donc, voilà. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons parlé du fonctionnement. C'est vrai que le fonctionnement, c'est quelque chose d'essentiel, puisqu'en fait, si nous n'avons pas de capacité à investir, c'est très important de libérer de l'autofinancement, de dégager de l'autofinancement pour pouvoir investir pour des projets pour notre ville. Donc, les investissements. Donc, vous voyez qu'on est arrivé un peu à un rythme autour de 4 millions d'euros, 3,5 millions, ça dépend des années. Voilà, ça dépend des taux de réalisation. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire en fait. Après, pardon. La rétrospective, donc ça c'est un document obligatoire pour la présentation du débat d'orientation budgétaire. C'est par rapport à notre dette. Donc la dette baisse. Elle baisse. Bon, on constatera au compte administratif 2017 qu'elle a légèrement réaugmenté, mais on a eu une opportunité d'un emprunt à 1 million d'euros à taux zéro. À taux zéro, ça ne se laisse pas passer. Voilà. Donc en fait, mais vous verrez, c'est